ma fiancée, Camille, m'a envoyé un SMS. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Fais avec. J'ai répondu par un seul mot. Enfin. Puis, j'ai fermé tous les comptes que je finançais. 3 jours plus tard, son avocat a commencé à m'appeler sans arrêt. J'ai 32 ans. Je travaille dans la finance, à la Défense, près de Paris. Je suis fiancé, ou je l'étais jusqu'à la semaine dernière, selon le niveau de précision que vous souhaitez. Camille et moi sommes ensemble depuis 4 ans. Fiancés depuis 8 mois. Le mariage était prévu pour le début de l'été. Le domaine en Provence était réservé. Les acomptes payés. La liste des invités presque bouclée. De l'extérieur, tout semblait stable. À l'intérieur, c'était plutôt un chaos géré que je confondais sans cesse avec de l'assurance. Elle a toujours eu une personnalité tranchante, directe, blessante, le genre de personne qui appelle ça de la franchise alors que ce n'est que de l'impatience. Au début, je me disais que cela faisait partie de son charme. Elle était décisive. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle ne prenait pas de gants. Avec le temps, ce côté tranchant s'est tourné de plus en plus vers moi. De petites piques déguisées en blagues. Des remarques sur le fait que mon boulot de bureau était sur mes ennuyeux. Que les copains de ses amis menaient une vie plus passionnante. Que je devrais être reconnaissant qu'elle m'ait choisi. Nous vivons ensemble dans un bel appartement parisien. Je couvre la majeure partie des dépenses. Le loyer, l'électricité, l'assurance, les abonnements Netflix et Spotify, les courses chez Monoprix. Elle contribue de façon sporadique quand ses missions en freelance marchent bien. Je n'adorais pas ce fonctionnement, mais je l'acceptais car nous construisions notre mariage. Du moins, c'est ce que je croyais. Il y a 3 jours, j'étais au bureau quand j'ai reçu son message. Aucun signe avant-coureur, aucune discussion préalable. Juste une déclaration. Elle m'annonçait qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre et que je devais faire avec. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explication, juste un renvoi, comme si elle licenciait un prestataire. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas la trahison. Avec le recul, les signes étaient là. Ce qui m'a surpris, c'est le ton, désinvolte, presque suffisant, comme si elle s'attendait à ce que je réagisse de manière émotionnelle, que je supplie, que je me dispute, que je pose des questions. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai répondu par un seul mot. Enfin. Puis j'ai totalement cessé d'interagir. Pas de relance, pas d'appel, pas de confrontation. Au lieu de cela, j'ai passé le reste de l'après-midi à faire une chose à laquelle elle n'avait visiblement pas pensé. Je me suis connecté à tous les comptes que je finançais et je les ai désactivés un par un. Quand je dis que j'ai coupé chaque compte, je parle de tout ce qui maintenait discrètement son confort de vie sans qu'elle n'ait à y penser. Je n'en ai pas fait un drame. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai proféré aucune menace. J'ai traité cela comme une tâche administrative en retard. Notre compte commun a été le premier. J'ai redirigé mon salaire avant la fin de la journée ouvrée et j'ai retiré mes fonds jusqu'au centime exact qui m'appartenait légalement. J'ai laissé juste assez pour éviter les découvertes des opérations déjà en cours. Je ne suis pas imprudent. Je suis précis. Ensuite, les abonnements. Le forfait téléphonique de chez Orange, résilié de mon côté et transféré sur un nouveau numéro que je contrôle. Son téléphone est resté actif pendant environ 6 heures avant que le réseau ne coupe. Déconnexion de tous les services de streaming partout. Espace de stockage cloud rétrogradé. L'abonnement à la salle de sport Fitness Park que je payais a été gelé automatiquement quand la carte a été refusée. L'assurance auto a suivi. Le contrat était à mon nom. Elle était inscrite comme conductrice secondaire. Je l'ai retirée. Pareil pour l'assistance dépannage. Pareil pour la carte de crédit qu'elle utilisait pour les urgences et que je remboursais chaque mois. J'ai changé les mots de passe de tout ce qui était lié à mon identité. Boîte mail, banque, facture d'énergie. Je ne l'ai pas enfermée dehors en changeant les serrures. Cela aurait causé des complications légales inutiles. J'ai simplement fait un sac et je suis allé dormir chez un ami le temps de réfléchir à la suite. Ce soir-là, elle m'a de nouveau envoyé un SMS. Cette fois, le ton était différent. Confuse, irritée, elle me demandait pourquoi son téléphone ne marchait plus et pourquoi la commande de course en livraison avait été refusée.
Elle a ajouté une remarque disant que c'était immature et mesquin. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, elle est passée à la vitesse supérieure. De multiples appels de numéros inconnus, des emails m'accusant de violence économique, des messages alternant entre insultes et tentatives de raisonnement. Elle m'a dit que je réagissais de façon excessive. Que des couples surmontaient des choses bien pires. Que je prouvais ce qu'elle disait sur mon manque de confiance en moi. Je n'ai toujours rien dit. Le 3e jour, j'ai commencé à recevoir des appels d'un numéro avec un indicatif local que je ne connaissais pas. Des messages vocaux me demandant de rappeler pour une affaire urgente. Ton formel, vocabulaire professionnel. C'est là que j'ai compris qu'elle avait changé de stratégie. Elle avait contacté un avocat. Le message vocal de l'avocat était poli d'une manière qui m'a immédiatement fait comprendre qu'il n'avait entendu qu'une seule version de l'histoire. Il a dit qu'il représentait ma fiancée dans un litige financier conjugal et qu'il souhaitait discuter de préoccupations urgentes concernant les biens communs et le retrait soudain de soutien. Ce choix de mots était important. Bien commun. Soutien. Je l'ai rappelé une seule fois. J'ai fait court. Je lui ai dit que nous n'étions ni mariés ni pacsés. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de bail conjoint. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun contrat de mariage prénuptial ni aucune attente écrite de soutien financier continu. Je lui ai dit que chaque compte que j'avais fermé était à mon nom et financé uniquement par moi. Je lui ai demandé de clarifier sur quelle base légale il fondait son appel. Il y a eu un silence, pas dramatique, mais calculateur. Il m'a demandé si je serais prêt à le rencontrer pour régler les choses à l'amiable. J'ai répondu que j'étais disposé à communiquer uniquement par écrit. Il a affirmé que sa cliente se sentait prise au dépourvu et déstabilisée. J'ai rétorqué que sa cliente m'avait envoyé un message pour rompre nos fiançailles et annoncer une nouvelle relation sans aucune discussion préalable. J'ai ajouté que ma réponse avait été de me désengager financièrement et personnellement. J'ai demandé à nouveau où se trouvait le problème légal. Il n'a pas répondu directement. L'après-midi même, Camille m'a envoyé un long email. Pas d'insulte cette fois. Pas de bravade. Elle a tout reformulé. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu dire ça de cette façon. Qu'elle était sous le coup de l'émotion. Que je savais très bien qu'il ne fallait pas prendre le fait au pied de la lettre. Qu'elle pensait que nous allions en discuter. Que ma réaction était extrême et vindicative. Elle a également dressé une liste de dépenses qu'elle estimait être à ma charge jusqu'à ce qu'elle retombe sur ses pattes. Loyer, charges, téléphone, courses, séance chez le psychologue. Elle a utilisé l'expression « soutien de transition ». En lisant cela, tout a pris sens instantanément. Il ne s'agissait pas de chagrin d'amour. Il s'agissait d'un sentiment d'avoir tous les droits. J'ai répondu une seule fois, brièvement. J'ai écrit que les fiançailles étaient rompues. Qu'il n'y aurait aucun autre soutien financier. Que toute communication devait désormais passer par son avocat. Puis, j'ai de nouveau bloqué son numéro. Moins d'1 heure plus tard, l'avocat a rappelé. Son ton avait changé. Il semblait prudent au lieu d'être confiant. Il m'a demandé si j'avais le temps de parler. J'ai dit non et je lui ai demandé de m'envoyer ses préoccupations par email. Il l'a tout de même fait quelques minutes plus tard. L'email était plus court que ce que j'imaginais. Pas d'exigence cette fois, juste des questions. Des questions de clarification sur le bail, sur les comptes, pour savoir si je m'étais déjà engagé par écrit à maintenir un soutien, et si une partie des frais du mariage était remboursable. Ce revirement m'a tout dit. Il avait examiné la situation et réalisé qu'il n'avait aucun moyen de pression. Ce n'était que du vent. À peu près au même moment, elle m'a contacté directement à nouveau. Elle a utilisé le téléphone d'une amie pour m'envoyer un message sur les réseaux sociaux avant que je ne bloque ce compte aussi. Le ton était redevenu agressif. Elle m'a accusé d'essayer de ruiner sa vie. Elle a dit que je la punissais pour avoir été honnête. Elle a écrit « Les vrais hommes n'abandonnent pas les femmes quand les choses deviennent difficiles ». Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait des captures d'écran. J'ai appris que lorsque quelqu'un commence à réécrire l'histoire, il faut tout documenter silencieusement. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement pendant qu'elle était sortie. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. Vêtements, documents administratifs, matériel informatique. J'ai photographié chaque pièce avant de partir. Propre, intact, exactement comme il le fallait.
J'ai laissé mes clés sur le comptoir de la cuisine. Le lendemain matin, son avocat m'a renvoyé un email. Cette fois, il indiquait que sa cliente souhaitait explorer la voie de la médiation plutôt que de l'escalade. Cette phrase m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Il n'y avait rien à soumettre à une médiation. Aucun avenir commun à négocier. J'ai répondu par écrit. J'ai réitéré que les fiançailles avaient été annulées par son message. J'ai précisé qu'aucun mariage n'avait eu lieu. J'ai affirmé qu'il n'existait aucun bien commun. J'ai conclu en disant que je ne participerais à aucune médiation et que tout contact ultérieur devrait se limiter à des échanges écrits concernant la récupération de mes affaires si nécessaire. 2 heures plus tard, elle a pété les plombs. Elle a envoyé un dernier email depuis sa propre adresse avant que je ne la bloque également. C'était long, amer, accusateur. Elle m'a traité de monstre sans cœur. Elle m'a dit que le nouveau mec ne la traiterait jamais de cette façon. Elle a dit qu'elle attendait mieux de quelqu'un qui prétendait l'aimer. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'à la seconde où elle a dit « j'ai trouvé quelqu'un d'autre, fait avec », elle a cessé d'être ma responsabilité. La première facture qu'elle a concrètement vue fut le rappel pour le loyer, pas un avis d'expulsion, juste l'email automatique demandant la confirmation du paiement. Elle me l'a transféré avec un message disant « c'est à payer pour demain ». Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait. Le deuxième coup dur a concerné sa voiture. Elle a appelé un ami commun en panique parce que l'application de l'assurance refusait de s'ouvrir et que l'assistance dépannage lui disait qu'elle n'était pas couverte. Elle partait du principe que cette couverture était quelque chose qui existait naturellement, comme l'oxygène. Elle n'avait pas réalisé que c'était moi qui l'entretenais. À la fin de cette journée, la colère a laissé place à la peur. Elle a de nouveau écrit à son avocat pour lui demander quelles étaient ses options. Il a répondu en réclamant des documents qu'elle n'avait pas. Des contrats de bail conjoints, des relevés de comptes partagés, des promesses écrites. Il n'y en avait aucune. Le nouveau mec a discrètement disparu de la circulation. Je le sais uniquement parce qu'elle m'a accusé de l'avoir monté contre elle dans l'un des derniers messages qui a réussi à passer avant que je ne bloque tout de manière définitive. Je ne lui avais jamais adressé la parole. Il a juste rencontré la version d'elle dépourvue de filet de sécurité financier et a décidé que ce n'était pas son problème. Son avocat a fait une ultime tentative, demandant cette fois si j'envisagerais une aide financière temporaire pour lui éviter de graves difficultés. J'ai répondu par une seule phrase. Il n'existe aucune obligation légale ou morale de maintenir un soutien financier suite à une rupture initiée par votre cliente. Ce fut la fin des appels. Une semaine plus tard, j'ai appris par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qu'elle déménageait. Pas pour plus grand, mais pour plus petit, squattant le canapé d'une amie le temps de se retourner, vendant des affaires pour lesquelles elle se moquait de moi autrefois parce que je faisais attention à mon argent. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai officiellement annulé le mariage cet après-midi-là. À compte perdu, j'ai encaissé le coup. Une rupture nette qui valait chaque euro dépensé. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais calme, lucide. Le genre de sérénité qu'on ressent quand on arrête de se battre contre la réalité pour commencer à s'y aligner. La stratégie suivante de Camille a consisté à me mettre la pression publiquement. Je me suis réveillé avec des messages de personnes à qui je parlais à peine d'habitude. Son cousin, une de ses anciennes collègues, un ami commun qui voulait soudainement prendre des nouvelles et comprendre les deux versions. Cette phrase est toujours un révélateur. Elle ne signifie jamais la neutralité. Elle signifie que quelqu'un a reçu une version des faits qui a besoin d'être validée. Elle a posté des choses vagues sur les réseaux sociaux concernant l'abandon et la trahison. Rien avec mon nom, juste assez pour que nos connaissances fassent le lien. Des citations de femmes fortes, des publications sur les hommes qui ne supportent pas l'honnêteté, des témoignages sur la reconstruction après des violences psychologiques. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas défendu. Le silence fait bien plus de dégâts à ce genre de stratégie que n'importe quel argument. Puis elle a encore franchi un cap. Elle a envoyé un email à mes parents en Bretagne, non pas pour m'insulter ni pour m'accuser, mais pour les implorer. Elle a écrit à quel point elle m'aimait, à quel point elle était perdue, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses se terminent ainsi, et qu'elle espérait qu'il pourrait me faire entendre raison. Ma mère m'a transféré le mail avec une seule ligne, me demandant si j'allais bien. Je lui ai dit oui et je lui ai tout expliqué clairement. Aucune émotion, juste les faits.
Elle m'a répondu qu'elle était fière de moi pour être restée ferme et que mon père aurait dit exactement la même chose. Cette porte s'est refermée en douceur. La dernière tentative avait une consonance juridique mais était totalement vide de sens. Une lettre rédigée par son avocat, mais manifestement dictée par la panique de Camille. Elle soulignait une dépendance affective et sous-entendait des attentes sans pour autant formuler de véritables réclamations légales. Elle demandait, une fois de plus, à ce qu'on en discute. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, l'avocat a envoyé un dernier email. Bref, neutre. Il déclarait que sa cliente ne donnerait pas suite à cette affaire et demandait simplement à confirmer les horaires de récupération de ses effets personnels. C'était tout. Pas d'excuses, pas de prise de conscience, juste une retraite. Le tapage a complètement cessé après ça. Plus de publications, plus de messages, plus de contacts indirects. Cette fois, le silence semblait différent. Pas tendu, mais définitif. Une fois le bruit retombé, j'ai remarqué à quel point ma propre tête me semblait calme. Pas vide, mais bien rangée, comme une pièce après avoir enfin jeté les objets sur lesquels on n'arrêtait pas de trébucher. Le premier changement a été d'ordre pratique. Mes dépenses ont chuté immédiatement. Je dépensais moins sans même faire d'efforts. Plus de petites fuites d'argent constantes, plus de frais surprises, plus d'angoisse en toile de fond pour savoir si ces missions rentreraient ce mois-ci. Mes comptes se sont stabilisés d'une manière dont je n'avais même pas réalisé qu'elle me manquait. Le deuxième changement a été émotionnel, mais pas de la façon dramatique à laquelle les gens s'attendent. Je n'ai pas sombré. Elle ne m'a pas manqué comme je le pensais. Ce qui me manquait, c'était la version de l'avenir que j'avais déjà dépassée. Une fois celle-ci disparue, il n'y avait plus rien à contester. Mes amis ont commencé à me demander comment je tenais le coup. Je leur ai dit la vérité. J'étais soulagé. Non pas parce que la relation s'était terminée, mais parce qu'elle s'était terminée proprement. Pas de marchandage prolongé, pas d'effondrement qui s'étire en longueur, juste une ligne claire et une marche en avant. J'ai repassé le moment de son texto en boucle plus que tout le reste. Pas avec colère, mais avec lucidité. Ce message n'était pas impulsif. Il était plein d'assurance. Elle croyait qu'elle avait le rapport de force de son côté. Elle pensait que j'allais encaisser le choc et continuer à lui fournir une stabilité pendant qu'elle irait explorer d'autres options. Quand cette hypothèse s'est effondrée, tout le reste s'est défait. Cette prise de conscience a été cruciale. Elle m'a prouvé que ce n'était pas juste une mauvaise décision de sa part. C'était sa vision du monde. J'ai aussi appris quelque chose sur moi-même. Je ne suis pas réactif. Je suis pragmatique. Quand quelque chose brise la confiance au niveau des fondations, je ne débats pas. Je me retire de la position de pilier porteur et je laisse l'édifice tenir debout ou s'effondrer par lui-même. Elle a dit aux gens que j'étais froid. Cela me convient très bien. Le froid implique une certaine distance. Ce que j'ai ressenti, c'était d'être en phase avec moi-même. L'appartement n'est plus à moi. J'ai emménagé dans un endroit plus petit, dans le 15e arrondissement, plus près de mon travail. C'est calme. C'est chez moi. Je dors mieux. Je me réveille sans aucune tension. Elle a finalement essayé de me parler directement un peu plus d'une semaine après que tout se soit tu. Ni par l'intermédiaire d'avocats, ni par celui d'amis. Elle est venue en personne. Je rentrais du travail quand j'ai vu sa voiture garée au bout de la rue de mon nouveau domicile. En fait, c'était une autre voiture, un véhicule emprunté à un ami. Elle est sortie quand elle m'a vu et a commencé à s'approcher, faisant mine que c'était une simple coïncidence. Comme si elle n'avait pas calculé son coût. Elle paraissait plus petite. Pas physiquement, mais dans son énergie. Son assurance avait disparu, remplacée par un sentiment d'urgence. Elle a commencé à parler avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Elle m'a dit qu'elle voulait juste 5 minutes. Qu'elle méritait au moins ça. Je lui ai dit non. Jusqu'ici, c'est ce qui l'a le plus surprise. Elle a ri nerveusement, une seule fois, comme si je faisais une blague. Puis elle s'est frustrée. Elle a dit que j'étais cruel. Elle a dit que nous avions été fiancés et que ça signifiait quelque chose. Elle a dit que je lui devais une conversation. Je lui ai répondu que la conversation s'était terminée au moment où elle avait envoyé ce texto. Elle a essayé de changer d'angle.
Elle a dit qu'elle était en colère à l'époque. Qu'elle ne s'attendait pas à ce que je parte pour de bon. Qu'elle pensait que mon enfin était du sarcasme. Elle a avoué qu'elle pensait que j'allais me calmer et que nous allions en discuter. Cette phrase était importante. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait prononcée. Elle m'a demandé si nous pouvions tout recommencer, doucement. Sans pression, juste parler. Juste voir où les choses nous mèneraient. Elle a dit que l'autre mec était une erreur. Qu'elle réalisait ce qu'elle avait perdu. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère et que c'était justement pour cela que la réponse était non. Je lui ai expliqué que la confiance ne se réinitialise pas simplement parce que les circonstances changent. Je lui ai dit que je n'étais plus disponible pour ses réinterprétations de la réalité. Elle m'a de nouveau traité de monstre sans cœur. Elle a dit que je la punissais. Je lui ai dit que les conséquences ne sont pas des punitions. Elles sont juste la suite logique des actes. Je l'ai ignoré et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Elle m'a envoyé un SMS plus tard dans la soirée depuis un nouveau numéro. Une seule ligne. Je n'aurais jamais pensé que tu partirais vraiment. Et c'était bien là tout le problème. Regarder quelqu'un se heurter de plein fouet au résultat de ses propres présomptions est une sensation étrange lorsque vous n'êtes plus impliqué émotionnellement. Cela devient de l'observation plutôt que de la douleur. Elle avait considéré la sécurité comme acquise sans engagement de sa part, le soutien financier sans responsabilité, ma présence sans aucun respect. Quand toutes ces choses se sont évaporées, elle n'a pas vu de relation de cause à effet. Elle y a vu une trahison. Cela m'a tout dit sur sa façon de naviguer dans la vie. Via des connaissances communes, j'ai entendu des bribes. Elle disait aux gens que j'avais changé du jour au lendemain. Que je l'avais prise au dépourvu, que j'étais un maniaque du contrôle avec l'argent. Ce discours ne m'a pas dérangé parce qu'il nécessitait ma participation pour perdurer. Et je ne participais pas. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle elle s'est repositionnée en tant que victime de l'imprévisibilité. Elle n'a jamais mentionné le texto initial. Elle n'a jamais répété les mots exacts qu'elle avait utilisés. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, fait avec s'était transformé en j'ai été honnête et il a surréagi. C'est dans ce fossé entre les actes et les récits que la confiance meurt définitivement. J'ai aussi appris à quel point la paix découle de limites tranchées. Pas de menaces, pas d'ultimatum, juste des portes de sortie claires. Ceux qui profitent de votre flexibilité qualifieront toujours vos limites de cruauté. Il n'y a pas eu de moment dramatique pour clore le chapitre, pas d'excuse qui aurait changé quoi que ce soit, juste la prise de conscience graduelle de son côté qu'il n'y avait plus aucun angle d'attaque, plus aucun moyen de pression, plus aucune accroche émotionnelle. C'est à ce moment-là que les tentatives ont complètement cessé. Je ne la déteste pas. La haine impliquerait qu'il reste quelque chose d'inachevé. Ce que je ressens, c'est de la distance et de la clarté. Elle n'était pas la méchante de l'histoire. Elle était une leçon de vie que j'ai payée tôt plutôt que trop tard. Ma situation actuelle est simple. Je suis célibataire. Je suis stable. Je ne suis pas confus sur ce qui s'est passé ni sur la raison de cette fin. C'est plus important que d'être simplement dans une zone de confort. L'argent du mariage a disparu. Les acomptes sont perdus. Je l'ai accepté immédiatement. L'argent se récupère toujours plus vite que la confiance. Je considère ça comme des frais de scolarité. J'ai payé pour apprendre une leçon avant qu'elle ne me coûte des années de ma vie plutôt que des semaines. J'ai changé mes routines, je me suis concentré sur mon travail, j'ai renoué avec des amis dont je m'étais éloigné en essayant de maintenir l'équilibre pour 2 personnes. Je ne me suis pas précipité dans une nouvelle relation. Je n'avais pas besoin de remplacer ce que j'avais supprimé. L'espace vide en lui-même était la récompense. Elle ne m'a plus jamais recontacté. Ni directement, ni indirectement. Le silence s'est installé définitivement cette fois, car il n'y a plus rien à tester. Pas de limite poreuse, pas de porte dérobée émotionnelle, juste l'absence. C'est la conclusion la plus propre que j'ai jamais connue.